Il est 20h30, c'est l'heure de suivre votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux M. Albert Angbana Zimbombo, qui est numéro 1 de la société civile citoyenne. Avec lui, nous allons parler de sujets qui défraient la chronique. M. Albert, bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Voilà. Quel regard vous personnellement avez par rapport aux récents événements dans plusieurs villes de l'Est de la République démocratique du Congo pour réclamer le départ de la MONUSCO? Oui, il est vrai que cette situation qui a perduré, l'insécurité à l'Est, le peuple congolais en a ras-le-bol. Le peuple congolais n'a jamais compris pourquoi la MONUSCO qui est là, qui est censée nous appuyer sur ce plan-là, n'y arrive pas. Donc le peuple est en train de bouder la MONUSCO depuis tout un temps. Il a fallu qu'il y ait un mot d'ordre dans les leaders politiques pour que ça se déclenche. Donc c'est le ras-le-bol de la population parce que la MONUSCO n'a pas rassuré. Voilà, mais selon vous, dans 20 ans, ici en République démocratique du Congo, vous trouvez que la MONUSCO a rassuré? Et exactement, ils n'ont pas rassuré, c'est ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas rassuré, ils ne rassurent pas. Voilà pourquoi la population s'est dit autant qu'elle se prenne en charge plutôt que d'attendre de quelqu'un qui n'arrive pas à la sécuriser. Mais quel est le péché de la population? C'est la procédure ou quoi? Vous n'allez pas demander à une masse de raisonner, la masse ne raisonne pas. Je crois qu'il y a plutôt lieu que la MONUSCO tire les conséquences des attitudes. Parce que la population a manifesté son ras-le-bol. Absolument, absolument. Il ne faut pas raisonner, faire raisonner une masse. La masse ne raisonne pas, mais il est aussi vrai qu'eux-mêmes peuvent faire le constat que ça n'a pas marché depuis 20 ans. Sa mission, c'est de protéger la population. Et il y a... À ce jour, on a enregistré déjà plus de 5 millions de personnes qui ont péri à l'est de la RDC. Alors, à quoi bon de continuer à les garder ici? Oui, effectivement, les gens sont en train de mourir chaque jour, alors que la MONUSCO, là, ça fait 20 ans. Donc, ça devient une habitude. Entre-temps, c'est une mission qui coûte cher au pays. Alors, à quoi ça sert? Voilà pourquoi la population a exprimé son ras-le-bol. Je crois que nous ne pouvons que tirer les conséquences les uns les autres. L'Église catholique n'a pas valé sa langue par l'entremise de la SENCO, a réagi aussi. Vous avez suivi la réaction de la SENCO et ça vous inspire quoi? Bon, je n'ai pas compris cette position-là. Je crois que... Donc la SENCO qui a renvoyé dos à dos et les gouvernements et la MONUSCO, les accusant les deux de ne pas avoir rempli leurs responsabilités, celle de la protection civile et de leurs biens. Oui, c'est-à-dire quoi? L'Église catholique, comme toujours, a toujours été du côté du peuple. Le peuple s'est exprimé de la manière dont il s'est exprimé, mais à qui la faute? La masse ne raisonne pas. Donc il revient à l'État d'organiser l'aspiration du peuple qui essaie de ne plus voir la MONUSCO ici. Mais entre-temps, il faudra aussi que le gouvernement puisse organiser son armée pour faire face à cette situation. Voilà, on doit protéger la MONUSCO par rapport aux manifestations meurtrières. Qui doit protéger qui exactement? C'est la MONUSCO qui, dans sa mission, devait protéger la population ou c'est le contraire? S'il faut protéger la MONUSCO, c'est quoi exactement? Je crois que très souvent, les gens ne comprennent pas la démarche de l'Église catholique. Ceux qui meurent à la MONUSCO, c'est aussi la population. Ce sont aussi des individus. Donc l'Église a la mission de protéger, veut le bien-être de tout le monde. MONUSCO ou population congolaise, toujours est-il que pour l'Église catholique, il ne faut pas qu'il y ait des morts, il ne faut pas qu'il y ait mort d'hommes, que ce soit d'un cas ou de l'autre. Voilà pourquoi je me dis, effectivement, la responsabilité combe au gouvernement et à la MONUSCO. Je crois que du côté de la MONUSCO, ils doivent tirer les conséquences qui s'imposent. Donc, ils ne sont pas le bienvenu aujourd'hui dans la population congolaise. Ils doivent tirer les conséquences, ils doivent dégager. Voilà, vous êtes de la société civile et proche de communautés. Quelles sont pour vous les origines ou les causes lointaines de la crise sécuritaire dans la région et dans l'ensemble du pays? Je crois que tout est parti du départ du maréchal Mobutu
L'AFDEL, c'était un cheval de Troie qui nous a amené l'insécurité qui perdure. C'est vraiment regrettable. Je crois que l'actuel gouvernement a hérité de cette situation catastrophique. Mais le 1+4 quand même a été salué. Oui, oui, du temps du 1+4, les choses se sont passées autrement. Problème, oui. Oui, du temps du 1+4, parce que les différents protagonistes, entre autres... C'était le plus difficile, mais il y avait quand même... Il y a eu comme ça des attentes entre les différentes forces qui ont fédéré pour créer un gouvernement de large union nationale qui à un moment a tenu, mais depuis que les gens se sont rangés du côté du PPRD, eh bien, le gouvernement PPRD est venu, les choses se sont empirées, et là nous sommes en train d'aller du mal au pire. C'était pas parce que Joseph Kabila avait tendu la main au chef de guerre. Est-ce que ça serait aussi opportun que le président Tshisekedi, par exemple, puisse dialoguer avec Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Martin Fayulu en guise de la paix à l'Est et pourquoi pas dans toute la RDC? Je crois que le problème nous devons faire les distinguos entre les problèmes politiques et les problèmes sécuritaires. Le problème pour sécurité à l'Est, ça n'a rien à faire avec Katumbi, ça n'a rien à faire avec Martin Fayulu. C'est un problème entre l'État congolais, la nation congolaise et la nation rwandaise. Ceux qui sont en train de prêter le flanc à ce conflit-là en faveur du Rwanda, ce sont nos frères nilotiques. Je crois que le problème, il faut résoudre le problème à l'interne avec nos frères de Banyamulenge qui servent de courroie de transmission au Rwanda pour affaiblir le Congo. Je crois que le problème se pose à ce niveau-là. Mais les autres politiciens, je crois qu'il n'y a pas du tout de problème. Il n'y a pas du tout de problème, ils n'ont rien à faire avec ça parce qu'ils ne peuvent rien faire aussi, effectivement. Il y a une portion magique pour pouvoir permettre à la population de l'Est de vivre en toute quiétude. Quelle est la recette pour apporter la quiétude aux nombreuses familles endeuillées à l'Est du pays? Je ne serai jamais monotone. J'ai dit la solution passe par la refondation de l'État. Nous avons un État affaibli, un État en déliquescence. Il faut refonder l'État. L'État organisateur de la société congolaise est affaibli. Donc, il faudra que l'État résolve les différents problèmes qui se posent dans la société. Nous avons le problème de l'armée qui est infiltrée. Vous aviez suivi, tout le monde le sait. Vous avez le problème entre communautés. Il faudra que la République démocratique du Congo ramène nos frères Banyamulenge dans le rang. Voilà, c'est ça l'État. L'État doit chercher à trouver des solutions. Il doit ordonner, il doit mettre de l'ordre. C'est ça l'État. Mais si l'État peut être tiré par le bout du nez par n'importe qui, là, ce n'est plus l'État. Voilà pourquoi je me dis, pour le moment, les élections c'est bien, mais il faudra d'abord que l'État puisse exister. Nous avons un État affaibli. Voilà. Mais on voit apparemment comme si la SADC, l'Union africaine, semble faire la sourde oreille par rapport à la préoccupation ou le problème de la guerre nous imposé injustement par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dit à quoi ces comportements de la SADC, par exemple, et de l'Union africaine? Oui, si vous voyez même la MONUSCO être prise à partie par la population, c'est que l'on sait maintenant qu'il y a un certain complot international contre la République démocratique du Congo. Et le Rwanda n'est qu'un commissionnaire pour exploiter les richesses. Malheureusement, les pays africains n'ont pas encore compris qu'ils doivent se souder, parler le même langage, plutôt que de servir de tremplin aux Européens, aux Occidentaux qui viennent exploiter illégalement nos richesses. Donc, ce qui se fait à l'est de la République démocratique du Congo, il y a les pays africains qui sont complices, mais ils n'ont pas encore compris que nous devons nous souder, être un et faire face à l'Occident qui ne veut pas de notre bien. Nous devons être conscients et agir de la sorte. Il ne faut pas changer les animateurs qui vont souvent en négociation pour négocier, parce qu'apparemment c'est comme s'ils n'arrivent pas
à arracher ce dont le pays a besoin, la paix, la sécurité à l'Est. Le problème, c'est au-delà des individus. Le problème, c'est au-delà des individus. C'est un problème de complicité contre la République démocratique du Congo. Et les pays africains sont en train de jouer ce jeu-là. Je crois que, très sincèrement, j'ai toujours regretté la mort de Kadhafi, qui connaissait, qui savait très bien qu'il y avait une vision pour fédérer l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Afrique est divisée, un royaume est divisé, est affaibli. Voilà, lorsque le royaume sont divisés, catégoriquement, ces royaumes deviennent très très affaiblis, comme vous venez de le dire là. Mais là, la population est toujours préoccupée, hein, la population a le moral en berne par rapport à cette réalité qui préoccupe au plus haut point, ça ne laisse personne indifférent. Voilà. Et maintenant là, le gouvernement a les pains sur la planche et apparemment il n'y a pas de solution appropriée jusqu'à maintenant. Le rebelle n'arrive pas à tempérer les instructions ou les accords signés, dégager, bouter dehors le sol congolais, ne fût-ce que libérer Bunagana, ça devient une comédie. Oui, effectivement, je crois que, comme je l'ai toujours dit, la guerre de l'Est, c'est le problème du Rwanda qui sert de base d'arrière aux assaillants qui sont en train de s'aimer la désolation à l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, il faut que la République démocratique du Congo montre au Rwanda sa capacité de nuisance. Nous sommes un grand pays parce que, je l'ai toujours dit, ce qui s'est fait à l'Est là, ce que le Rwanda fait, c'est une situation qui ne va pas perdurer, étant donné que le peuple congolais est armé, est déterminé à en finir avec le Rwanda. Je crois que tôt ou tard, le peuple rwandais va s'en prendre à ses dirigeants et ça sera une affaire entre communautés et entre frères africains. Je crois que ça sera que regrettable pour ceux qui les font aujourd'hui là, parce que la population finit toujours par se réveiller. Merci. Pour dire que tu nous conduis très mal, ce que tu fais là, c'est pas normal. Voilà. Mais n'est-ce pas qu'il faut aussi changer de forme de diplomatie vis-à-vis du Rwanda? Les rapports entre les États, c'est un rapport de force. Par exemple. Les rapports entre les États, c'est un rapport de force. Le langage qu'il faut pour le Rwanda, c'est un langage de force. Il faudra que nous puissions organiser l'armée, organiser l'État de façon que nous puissions mettre ces insurgés-là hors l'état de nuire et puis nous allons négocier par la suite en position de force. Voilà. Le Rwanda, un petit pays bien organisé, très bien organisé alors. La République démocratique du Congo, jusqu'à maintenant, nous souffrons d'un sérieux problème de notre armée qui est très infiltrée. Il faut réorganiser l'armée, il faut équiper des équipements nécessaires pour que l'armée congolaise puisse faire face aux rebelles M23 bien soutenus par le Rwanda, bien sûr. Vous parlez d'organisation, oui, effectivement, le Rwanda est organisé. Nous aussi, on va devoir être organisé. C'est depuis Bellurette qu'ils ont préparé cette agression. Effectivement. Au moment où nous, on dormait paisiblement sur notre oreiller, les pays, bien sûr. On connaît la velléité du Rwanda. Le Rwanda a toujours réclamé le nord et le sud, ça on le sait. Mais je crois qu'en ces moments, avec la détermination de la population, cela n'est plus possible parce que la population ne veut pas et ça ne pourra pas se passer comme ça. Ça, c'est vraiment illusoire, utopique, ça ne peut pas marcher. Mais je dis que l'organisation du Rwanda, c'est d'abord le fait que c'est un petit pays qui n'a pas la dimension de la République démocratique du Congo. Or, nous, avec notre décentralisation, je crois que le Rwanda traiterait plutôt avec le nord ou le sud Kivu plutôt que toute la République s'occuper du Rwanda. Parce que la richesse qu'il y a dans le sud et le nord Kivu, si on est organisé, si les gouverneurs comprennent qu'ils ont une mission de développer cette partie de la République avec la décentralisation, eh bien, le problème du Rwanda serait résolu par les provinces limitrophes du Rwanda. Parce que l'État congolais, c'est un sous-continent. On serait en train de voir autre chose. Le maréchal Mobutu a travaillé avec le Rwandais et la collaboration était très étroite. Il n'y avait pas de dérapage, il n'y avait pas
quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant là, nous n'arrivons pas à gérer le Rwanda et il y a des débordements? Mobutu avait une armée, mais cette armée a été défaite par le Rwanda avec la complicité des Congolais. Aujourd'hui, tous nos vaillants officiers militaires formés, des académiciens militaires, des techniciens d'état-major, ont été, pour la plupart, mis hors circuit par le Rwanda, parce que James Kabarebe était en mission ici. Il a accompli sa mission, et nous devons être conscients que nous avions commis une erreur et que nous devons maintenant essayer de voir comment reconstituer notre armée en organisant l'État, parce que l'État est affaibli. Les élections, je l'ai toujours dit, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une panacée. Il faudra que nous puissions d'abord organiser l'État dès que l'État existe. On va voir le mécanisme de remplacement du personnel politique à travers les élections. Mais il faudra d'abord que l'État puisse exister. Nous sommes dans une situation d'affaiblissement de l'État. Eh bien, on peut bien mener des actions, mais des actions qui ne vont pas aboutir. Ce n'était pas seulement avec le Rwanda, mais avec tout le pays limitrophe de la partie est de la République démocratique. Absolument, c'est-à-dire c'est l'instrumentalisation des pays africains par les Occidentaux, un complot contre la RDC pour exploiter les minéraux. Vous comprenez que nous devons à l'interne créer une dynamique qui fasse que l'on soit respecté. Dès qu'on est respecté, eh bien, on pourra négocier utilement. Lorsque Feu Mobutu fit envie et gérer ces pays, en tout cas, la RDC en sentait sa position puissante au centre de l'Afrique. Mais maintenant là, tout est quasiment par terre. La RDC devient un pays très fragilisé où il ne fait pas beau vivre. On ne peut pas redorer les blasons de notre pays. Oui, cela passe par la refondation de l'État. Il faut refonder l'État. L'État est affaibli. Il faudra que on se mette ensemble, non pas pour partager le pouvoir, mais pour refonder l'État. L'État est affaibli. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, en ce qui me concerne personnellement, j'ai choisi un pilier de la décentralisation qui est un pilier, un maillon très utile pour la refondation d'un État en déliquescence qui est la RDC. Voilà, l'état de siège instauré il y a plusieurs mois dans les deux provinces de Ituri et du Nord Kivu a-t-il apporté une solution dans ces deux régions? Oui, je crois que ça a quand même servi à quelque chose, mais ce n'est pas... on sait voir qu'il y a quand même une limite à tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des complicités sur le plan interne qui font que même certains ressortissants, nos frères qui sont concernés directement du Kivu, qui sont dans les coups pour affaiblir l'État, parce qu'ils ont des intérêts à tirer. J'ai suivi un des gouverneurs militaires qui disait que les différentes communautés de l'Est doivent se mettre ensemble et se parler sincèrement. Donc, il y a un problème aussi à l'interne. Il y a des guerres ethniques. Il y a des conflits entre communautés, mais il y a aussi des complicités de certains leaders de l'Est qui servent la cause extérieure pour leurs propres intérêts. Voilà, parce que à l'allure où semblent évoluer les choses, les résultats ne sont pas escomptés avec la présence ou l'instauration de l'état de siège. Il faut à tout prix mettre fin à cet état de siège, vous trouvez dans les deux provinces? Non, moi je crois que mettre fin à l'état de siège serait vraiment suicidaire pour la République. Déjà la MONUSCO doit dégager, à mon avis. La population ne veut pas, ils ne peuvent pas persister, mais il faudra que l'on puisse militariser l'Est de la République, notamment par l'état de siège, avec des dirigeants militaires pour sécuriser l'Est. Donc, bien que on s'attendait à un résultat tout de suite qui n'arrive pas, mais je crois que le passage obligé pour sécuriser l'Est de la République. Voilà, l'actualité est dominée aussi par les coups d'envoi de l'appel d'offres du gouvernement de plusieurs blocs pétroliers et gaziers. Selon les gouvernements de la RDC, avec cette opération, l'État congolais, bien sûr, aura de la manne financière pour
pour les organisations de l'environnement. Cette opération représente un danger environnemental pour le pays, selon vous? Bon, je ne sais pas. Dans ce pays-là, nous avons le pays. Moi, j'ai déjà effectué un voyage. J'ai quitté Lubumbashi, je suis arrivé à Kinshasa et je suis allé à Gemena le même jour. Quand vous parcourez le pays, partout là, c'est vert. Donc, nous n'avons pas du tout de problème écologique dans ce pays-là. Mais je crois que les richesses qu'il y a là-bas, il faut qu'on puisse les exploiter et que ça soit bien géré. Je crois que ceux qui disent que ça va créer des problèmes écologiques, je crois que c'est un faux problème. Parce que l'écologie de ces pays-là ne nous expose pas comme les autres pays désertiques au danger sur le plan environnemental. Non. Nous avons cette forêt, même si on exploitait du pétrole, je ne pense pas que ça puisse créer des problèmes d'ordre environnemental. Je pense pas. Il faut continuer avec cet appel d'offres ou bien il faut abandonner? Je crois qu'il faut continuer. J'encourage le gouvernement à continuer. C'est ça la responsabilité. Il faudra pas que nous soyons là, assis sur une mine d'or et en train de pleurer du faim. Non, je crois que c'est quand même une bonne vision du gouvernement. On doit y aller. Ça ne sera pas au profit, comme on le voit avec nos minéraux. On doit payer des sommes exorbitantes encore pour payer ce que nous avons donné si facilement. Je ne vous donne que l'exemple de la Gécamine. Quand on avait la Gécamine, société d'État, eh bien, le produit de la Gécamine, le produit minier du Katanga a profité au pays. Mais aujourd'hui, qu'on a démonté la Gécamine, les beaux miniers du Katanga n'a profité qu'aux individus, mais pas au pays. Donc, il faudra que l'État s'organise pour exploiter ce pétrole-là au profit de la population, au profit de l'État. Et pour que ça puisse se dérouler de la sorte, qu'est-ce qu'il faut mettre en place exactement? Non, je crois que l'État doit s'organiser comment pour qu'il puisse vraiment tirer profit de cet appel d'offres? Non, il faut monter les sociétés mixtes et les sociétés d'État pour que l'État puisse se retrouver. Il ne faut pas laisser ça au privé. Je vous ai parlé du boom du Katanga, du boom minier du Katanga, qui n'a profité qu'aux individus parce que les 10 dernières années, les exportations du minerai, le cuivre et le cobalt, c'était plus que comme jamais connu dans ce pays. Mais nous sommes restés dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que ça profitait aux individus, aux prédateurs. Mais pourquoi pas penser d'abord par relancer, actualiser nos entreprises minières, par exemple, en lieu et place de posséder encore, de donner encore des appels d'offres? Non, les appels d'offres, je crois que c'est pour créer des sociétés, pour exploiter avec l'État. Je crois que c'est une bonne vision. Moi, j'encourage personnellement. J'encourage créer des entreprises alors que les entreprises qui existent déjà sont par terre. La Gécamine est par terre. La province du cuivre, il y a beaucoup d'entreprises là-bas minières qui sont aussi par terre. Je crois que l'exemple de la Gécamine, il doit plutôt, le cas de la Gécamine doit plutôt nous servir d'exemple. C'est pourquoi il faudra que nous ayons une société d'État ou la société mixte qui exploite le pétrole au profit de l'État, au profit de la population. Plutôt que de laisser entre les mains de prédateurs qui vont venir de partout. Malgré la présence de la MIBA, les DKSA, ils sont non urbanisés, les conditions de vie sont déplorables, ainsi de suite. Pourquoi pas d'abord tirer profit de ce que nous avons en lieu et place de lancer des appels d'offres? Mais ce que nous avons, c'est quoi? Les minéraux. Je crois qu'il faudra aussi regarder vers le pétrole, diversifier les sources de revenus de l'État. On ne sait pas simplement. Et entre-temps, nous avons aussi l'agriculture pour la plupart de nos provinces qui sont des désintéressement de l'État par rapport à l'agriculture. Je ne sais pas. C'est pas un désintéressement. Vous pouvez justifier ça comment? Le pétrole, maintenant, les gouvernements donnent l'impression de s'intéresser à ça et d'investir ou bien d'appeler les investisseurs par rapport à ça. Mais donc, c'est comme si les pays a échoué en ce qui concerne d'autres minéraux, les cobalt par exemple, le diamant, l'or et autres. Il n'y a pas que les minéraux, il n'y a pas que le pétrole. Nous avons la terre, c'est une grande richesse que nous avons, la terre que nous avons là. Partout ailleurs, aujourd'hui, à travers le monde, les gens sont en train de vouloir manger bio. Nous, on peut produire à manger pour l'humanité dans ce pays-là. Quand Lozo a échoué,
c'est le but du procès Matata Pogno, mais il faut penser à autre chose. Moi, je crois que l'AFDEL et ses différents successeurs étaient dans un plan de la liquidation de l'État. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais je crois que ce n'est pas encore tard. Il faut organiser l'État. Il faut organiser l'État. Tout ça, ça pourra faire l'objet, n'est-ce pas, de grands dossiers d'État qui seront résolus, débattus au Conseil des ministres par des spécialistes pour que nous puissions sortir ce pays de cette situation, de l'ornière. Mais oui, c'est ça, l'AFDEL ne gère plus ce pays il y a 5 ans déjà. C'est le régime de Félix Tshisekedi. Dans 5 ans, on ne pouvait pas utiliser la terre, cultiver la terre et donner à manger suffisamment à la population. Je crois que la faiblesse du gouvernement actuel, c'est le fait que l'on n'a pas tenu compte de la décentralisation qui devait permettre aux gouverneurs de province de cultiver et de nourrir les grands centres de consommation comme Kinshasa et Lubumbashi et les autres grands centres du pays. Donc il aurait fallu qu'on puisse responsabiliser les gouverneurs pour faire ce travail-là. Mais depuis tout ce temps, on est dans le tiraillement, des motions par-ci, par-là. Ce sont des particuliers qui s'organisent pour cultiver la terre alors que l'État devait investir, s'employer résolument afin que nous puissions avoir une agriculture de compétition. Mais écoutez, l'État ne peut que donner des moyens aux privés parce que, je vous donne l'exemple des États-Unis, ce sont des privés qui tiennent l'économie des États-Unis, qui organisent tout. L'État est là juste pour impulser, n'est-ce pas, réguler, mais ce sont des privés, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est difficile qu'un privé puisse trouver de l'argent dans des comptes, enfin, des crédits pour faire des affaires à grande échelle. Au ministre, par exemple, de l'agriculture, parce qu'on n'a pas, ce secteur n'est pas modernisé jusqu'à maintenant. Ce sont les pauvres maraîchères et maraîchers qui arrivent à nourrir la ville de Kinshasa. Oui, écoutez, l'agriculture, c'est une compétence qui est transférée aux provinces. Donc l'agriculture doit s'organiser au niveau des provinces. Et qu'au niveau de Kinshasa, on puisse s'arrêter à édicter des normes pour que ça puisse marcher dans les provinces. Mais curieusement, vous voyez les ministres de l'agriculture aller inaugurer ceci, cela. Je crois que ça, c'est vraiment des actions tape-œil. Nous devons organiser l'État de façon que nous puissions mener des actions avec dextérité plutôt que de vouloir mener des actions sous le caméra qui n'aboutissent à rien. Comment expliquer que ce pays-là, que nous puissions aujourd'hui importer du riz et de l'huile? C'est pas normal. Le projet de développement de 145 territoires traîne le pied aussi. On ne sent pas ces actions. Je n'ai rien contre ce projet, mais je crois qu'il y a eu un problème de... Ces réalisations, allais-je dire. J'ai toujours dit qu'il y a eu un problème de conception, d'orientation de ce projet-là au départ. Parce que on parle de 145 territoires. Que je sache, les territoires est une entité déconcentrée qui n'a pas de personnalité juridique. Tandis que les entités décentralisées, qui sont les entités de base, les secteurs et les chefferies, sont des entités décentralisées qui doivent disposer de plans de développement. Il faudra plutôt que l'État puisse financer les plans de développement parce que ces entités-là connaissent les besoins qu'ils ont. L'État central peut leur donner des assignations pour dire, par exemple, pour telle province, je voudrais que vous puissiez construire, produire autant de tonnes de maïs ou du riz. Voilà ce que l'État devait faire normalement, mais malheureusement, on parle de 145 territoires et je ne sais pas comment ça va se passer exactement, mais j'ai très peur en tant qu'observateur. Voilà. J'ai très peur en tant qu'observateur averti, j'ai très peur que ce projet-là ne puisse rien amener du tout. J'ai peur. Parlons élections, d'aucuns doutent de la volonté de la CENI d'organiser les élections dans le délai. Non, on ne peut pas parler de la CENI. Je crois qu'il faut parler du gouvernement parce que la CENI n'est qu'un instrument de l'État pour organiser les élections. Et la CENI attend plutôt des moyens de l'État pour essayer de mener des actions pour aller aux élections. Je crois que ces derniers temps, j'ai perçu quelque part une volonté de vouloir aller aux élections et j'ai très peur que
ceux qui sont distraits ne soient surpris. Vous n'avez qu'à voir certains, ce que j'appelle les politiciens de carrière, les gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont que des déclarations politiques à faire. Vous voyez comment ils sont agités. Donc ils sentent déjà qu'il y a des élections pointées à l'horizon. Donc je crois qu'il ne faut pas que les gens soient distraits. Les gens doivent s'organiser pour aller aux élections. Mais avec la feuille de route présentée par l'équipe Kadima, ça convainc? Bon, je crois que la feuille de route n'a pas de problème, mais ce que moi je redoute, c'est la mise à disposition des fonds à la CENI. C'est ça que je redoute. Donc la feuille de route c'est bien, il est assez réaliste, mais est-ce qu'il aura suffisamment de moyens pour permettre à la CENI de faire son travail? C'est ça l'inquiétude pour moi. Et la loi électorale récemment promulguée par le chef de l'État est jugée scélérante et non consensuelle. Oui, c'est-à-dire nous devons parfois porter des jugements objectifs plutôt que de vouloir satisfaire notre ego. Ça sont des points de vue, j'ai essayé d'analyser un tout petit peu. Je crois que ce sont ceux-là que j'appelle les carriéristes de la politique. Ces gens qui sont en train de faire carrière dans la politique. Ils sont forts en déclaration et c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais je crois qu'au-delà, nous devons regarder ces problèmes avec beaucoup de responsabilités. Mais moi, personnellement, si jamais on me demandait, si ça dépendait que de moi, moi je dirais simplement, les élections c'est bien, mais il faut d'abord organiser l'État avant d'aller aux élections parce que nous avons un État affaibli. Parce que nous parlons de la loi électorale, vous avez foi, vous personnellement, en cette loi? Oui, écoutez, on n'aura jamais de loi parfaite, hein? On n'aura jamais de loi parfaite, mais on a quand même quelque chose, on doit faire avec. Et quelle doit être la position de la société civile dans le processus électoral? Parce que vous êtes numéro 1 de la société civile citoyenne. Je venais de le dire tout à l'heure. Pour moi, les élections, c'est bien, mais organisons les élections quand nous avons un État qui organise, qui ordonne. Aujourd'hui, l'État organisateur de la société est affaibli. Si tout dépendait de moi, on devait se mettre autour d'une table, refonder l'État et songer par la suite au changement, au remplacement du personnel politique qui puisse porter les projets pour satisfaire les besoins de la population. Vous, la société civile, vous allez jouer quel rôle dans ce processus électoral? Écoutez, la société civile a toujours été du côté de la population pour les sensibiliser, lui demander de voter. Mais aujourd'hui, allez dans la population, vous allez vous rendre compte que les élections n'intéressent plus la population. Pourquoi? Parce que le personnel qui a été voté, c'est un personnel de qualité moindre qui ne pense qu'à son ventre, et la population se rend compte qu'il est le dindon de la farce et la population n'est pas très enthousiasmée pour aller aux élections. La CENI sera butée à un sérieux problème d'éducation civique électorale qui sont censés assurer cette éducation civique électorale. N'est-ce pas vous? C'est justement la population. C'est justement la population. Mais dis-moi par exemple, nous avons le cas de la MONUSCO. La population dit on ne veut pas de la MONUSCO. Mais si la MONUSCO est là et qu'on doit aller aux élections, vous allez vous rendre compte que la population ne va pas se retrouver en son dirigeant, par conséquent, ne va pas aller aux élections. Mais il ne faut pas quand même aussi être ingrat, parce que la population, la MONUSCO a été aussi pour beaucoup dans la promulgation de résultats des élections de 2006-2007. N'eût été la MONUSCO, il y aurait eu de quoi les sangs allaient couler en pleine centre-ville, en pleine Kinshasa capitale. Malou, vous savez comment il a publié les résultats des élections. Non, je crois que le problème qui est là, il faudra que l'on puisse arriver à faire ce qu'on appelle de l'arithmétique politique, c'est-à-dire la sommation de voix votées réellement doit être proclamée par la CENI. Mais si
la MONUSCO peut par exemple mettre quelqu'un dans un chat pour aller dire des bêtises, je crois que ça ne sert à rien. C'est ce qu'a fait la MONUSCO avec Malou Malou, n'est-ce pas? Nous savions tous que c'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné, mais on a proclamé Kabila. La MONUSCO a joué le jeu. Voilà tout ça, la population observe. La MONUSCO avait protégé et il avait empêché aussi les pires dans la capitale. Mais après avoir commis ce forfait-là, je crois qu'on ne peut pas souffler le chaud les fois à la fois. Voilà. Voilà, donc vous êtes niette, la MONUSCO doit tout prix partir. Non, non, il faut que la MONUSCO parte, la population ne veut plus d'elle, il faudra qu'elle quitte et que l'on puisse voir comment organiser les choses autrement, parce que il est vrai que le soupçon de la balkanisation du pays, la balkanisation pèse sur la MONUSCO. La population de l'Est est en train de croire que la MONUSCO ne la défend pas et que petit à petit, il y a comme ça Bunagana qui est parti sous la barre de la MONUSCO. Je crois qu'il y a un problème de confiance. Quand il n'y a plus confiance, il faut rompre. Vous croyez que Bunagana sera récupéré d'ici là? Absolument, absolument. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, l'option prise par le Rwanda par rapport à la République démocratique du Congo, c'est une option suicidaire. C'est une option suicidaire, mais je vous dis que, étant donné la détermination de la population, cette aventure n'aboutira jamais. C'est-à-dire, même après des années, ils vont faire les frais de cette aventure. Cette défaillance, ça prouve quand même à suffisance l'inefficacité de notre armée. Bunagana, plus d'un mois, nous tendons vers 2 mois. Sous contrôle, occupé par les M23. Oui, je l'ai dit, l'État organisateur de la société congolaise est affaibli. Nous devons refonder l'État. Il faut refonder l'État. La société civile est qualifiée de politisée. Quel dites-vous de cette assertion? Oui, malheureusement, on dit vrai parce que moi j'ai toujours défendu que la société civile doit rester l'église au milieu du village. Donc la société civile, naturellement, se rangerait du côté de l'église catholique qui, tout compte fait, est l'église au milieu du village, pour ne parler que de l'intérêt du peuple. Oui. Donc l'église catholique qui joue suffisamment son rôle de groupe de pression vis-à-vis du gouvernement, ça il le fait bien. Je crois que si la société civile pouvait être avec l'église catholique, on pouvait faire le contrepoids pour infléchir l'action du gouvernement en faveur du peuple. L'église catholique qui est pour qu'on puisse protéger la MONUSCO des manifestations meurtrières. L'église catholique est restée dans sa logique. L'église catholique ne peut pas encourager que l'on puisse s'en prendre à la MONUSCO de la façon à tuer les policiers de la MONUSCO. Ce n'est pas acceptable. L'Église ne peut pas accepter ça. L'Église ne peut pas accepter les sons. Et des milliers de Congolais qui périssent là-bas. L'Église catholique ferme les yeux ou fait la sourde oreille? Non, non, l'Église catholique a toujours dit haut et fort que ce qui se passe là n'est pas normal et a toujours dénoncé. Mais ce n'est pas une raison que les gens commencent aussi à prendre les armes, commencent à tuer les gens de la MONUSCO. Je crois que, comme je l'ai dit au début, là, la population n'en veut plus. Il faudra que la MONUSCO puisse tirer les conséquences qui s'imposent. Mais la déclaration de la CENCO aussi n'a pas convaincu ou n'a pas enchanté plus d'une population, non plus le gouvernement. Vous savez, la population aime les sensationnels. Or, l'Église catholique, quand les évêques se réunissent, leur décision est toujours rationnelle. Mais avec le temps, on finit toujours par leur donner raison. Les moments étaient favorables ou propices pour que l'Église, par l'entremise de la CENCO, puisse se prononcer, sachant que la population de plusieurs villes de l'Est est très en colère contre la MONUSCO. Oui, la population contre la MONUSCO, je ne dis pas que l'Église soutient la MONUSCO, mais l'Église n'accepte pas que le sang puisse couler. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi l'Église catholique condamne des actions de violence contre la MONUSCO. La mort de 5 casques bleus, par exemple, c'est insignifiant par rapport à des familles, des milliers de familles
Même si c'est une personne qui meurt, je crois qu'en toute responsabilité, et l'Église en tant que protectrice de la société ou de la population ne peut pas accepter qu'il y ait mort d'homme. Voilà pourquoi je crois que je comprends la responsabilité qui est la sienne. Il ne faut pas qu'il y ait mort d'homme, que ce soit du côté de la population, du côté de la municipalité, même si c'est une personne. Non, c'est pas acceptable. Voilà. Merci pour cet éclairage, M. Albert Angwana, numéro 1 de la société civile citoyenne, mais aussi auteur de l'ouvrage sur la décentralisation, l'ouvrage qui a été baptisé il y a 4 mois déjà. Comment ça évolue? Oui, les livres se portent bien. Les livres se portent bien sur le marché. Les gens qui ont lu, maintenant je suis en train de recevoir des gens qui viennent pour qu'on puisse discuter de certains aspects qui ont été développés dans le livre. Donc, en tout cas, je félicite ceux-là. Je demande aux autres de venir acheter les livres, se procurer les livres et lire pour que nous puissions ensemble voir comment développer notre pays. J'ai dit la décentralisation, c'est le passage obligé pour le développement du pays. C'est ce que j'ai démontré dans ce livre-là. Et voilà quoi. Donc la décentralisation, c'est un des axes pour la refondation de l'État. On retrouve l'ouvrage dans les rayons des bibliothèques de Kinshasa. Oui, il y a des endroits comme ça au Palais du Peuple, au Memling. Et puis il y a comme ça des endroits, mais sinon... jusque-là, les gros lots, c'est au Palais du Peuple. Et vous n'avez pas pensé aux bibliothèques Si, j'ai donné presque à toutes les bibliothèques, hein, naturellement à la Bibliothèque nationale, parce que tu sais que tu ne sais pas publier. Si tu ne donnes pas 8 exemplaires à la Bibliothèque nationale, ça a été déposé. J'ai été à Wallonie-Bruxelles, j'ai déposé, j'ai fait un effort pour que les gens lisent. J'ai fait un effort. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors, il faut penser d'abord aussi à faire lire à la jeunesse. Alors, vous devez vous retrouver, je me dis, régulièrement de milieux universitaires, organiser des colloques avec les étudiants, par exemple, pour parler de cet ouvrage qui met en accent sur la décentralisation. Absolument. J'ai été avec le DG de l'IFASIC, hein, le professeur Kambaï. Je lui ai déposé un exemplaire. Il est question que je passe pour qu'on puisse organiser une conférence avec les étudiants de l'IFASIC. Je vais faire le tour des universités. Donc je dois débattre et convaincre les étudiants pour que tout le monde lise, pour que l'on puisse parler le même langage pour le développement de ces pays. Ça passe par la décentralisation. Voilà, Monsieur Albert Angwana Zimbombo Maté, coordonnateur de la société civile, ou président de la société civile citoyenne. Nous avons échangé avec lui sur l'actualité qui reste dominée par le fait que la population de plusieurs villes de l'Est et de la RDC, pourquoi pas de Kinshasa, réclame à tout prix le départ de la MONUSCO. Il s'est prononcé là-dessus, il a donné son opinion. Je crois qu'il vous a convaincu. Vous voulez passer à cette émission, n'hésitez pas pour donner votre opinion par rapport à l'actualité. Appelez-nous au 081 94 95 5021. Vous serez le bienvenu sur le plateau de votre émission Le Rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité et autres sujets importants. Voilà, c'est la fin de l'émission de ce soir. Pour ceux qui l'ont pris en cours, la rediffusion se demain à 12h30 heure de Kinshasa. Remercier la chaîne de référence et les preneurs de vue. Moi, il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à toutes et à tous.